Les podcasts du Figaro. Bonjour, je suis Victoire Sicora, vous écoutez Portrait de champion, le podcast qui donne la parole à ceux qui vont incarner et faire briller nos Jeux Olympiques. Les athlètes bien sûr, mais aussi tout l'écosystème qui permet à cette grande fête de se préparer. Mon portrait de champion est un ancien volleyeur. Il a également été entraîneur professionnel. Après le Stade français, 2 postes en collectivité territoriale, il a rejoint le top management de la Fédération de badminton en tant que directeur général avec un objectif, emmener ses athlètes le plus loin possible au JO et décrocher bien sûr des médailles. Mon portrait de champion, c'est Eric Salanouba. Merci beaucoup d'être avec nous. Eric, qu'est-ce que vous diriez de votre lien avec le sport ? Vous avez commencé très tôt, non ? Oui, j'ai découvert, je suis tombé dans le sport assez tôt, déjà à l'école primaire. Classiquement, j'ai fait du football, de l'athlétisme, après j'ai fait du handball, et puis je suis tombé par hasard, grâce à la passion d'un prof de PS, j'ai découvert... Sur le volley ? Le volleyball, voilà. Et là, c'est une révélation. Oui, c'est une révélation parce que j'étais grand déjà à l'époque et puis j'avais quelques aptitudes et donc j'ai très vite pris beaucoup de plaisir dans le volley. Pris beaucoup de plaisir et puis quand vous êtes sélectionné pour être parmi les meilleurs, très vite vous prenez beaucoup de plaisir puis vous avez envie et c'est comme ça que je suis tombé dans le sport de haut niveau à travers le volleyball. C'est vrai que les succès se sont accumulés très vite. Vous êtes tout de suite, vous évoluez finalement au sein d'un parcours de sportif de haut niveau et vous devez vous financer. Alors vous décidez d'entraîner à côté. Et à 26 ans seulement, vous entraînez déjà la 2e division féminine et puis très vite la première, vous vous retrouvez entraîneur pro pendant 10 ans. Oui, c'est ça. Effectivement, classiquement, j'ai vite entraîné et puis je me suis retrouvé donc l'équipe du Saint-Cloud, au départ de Saint-Cloud dans les Hauts-de-Seine et puis qui après a fusionné avec le Stade français. Je me suis retrouvé très vite à 27 ans, entraîneur de l'équipe professionnelle féminine. Donc challenge formidable, belle aventure qui a duré 10 ans. 10 ans avec effectivement des hauts, des bas, mais cette équipe existe toujours. Elle a fusionné avec Levallois et ça a été vraiment une très belle tranche de vie. Et j'ai très vite passé entraîneur et ce qui m'a permis aussi très vite de peut-être passer à autre chose. C'est-à-dire que je me suis retrouvé en étant pas si vieux que ça, à me poser la question de dire dans quel milieu professionnel je vais évoluer puisque vous vouliez rester dans le sport. Exactement, et puis j'ai découvert du coup des postes de direction sur des organisations. Vous avez été sportives. Notamment directeur général adjoint du Stade français Omnisport. Vous avez ensuite été responsable dans 2 postes en collectivité territoriale. Là, ça vous donne finalement une dimension plus managériale. Complètement. On est effectivement à la fois à gérer des équipes, des équipements, des finances, et puis on sert... C'est des postes presque politiques. Oui, c'est ce que j'allais vous dire. On sert une politique sportive. D'accord. Ce qui est très intéressant parce que du coup, on doit avoir une approche de sport pour tous et sport de haut niveau. Ouais. On doit s'adresser à tous les sports, on doit comprendre les spécificités de chacun et de chacune. Et je crois que ça, j'ai beaucoup apprécié. Et c'est ce qui m'a permis de découvrir aussi d'autres disciplines que le volleyball. Et notamment le badminton. Pourquoi le badminton ? Alors ça a été une opportunité, je vais présenter ça comme ça, où il y a effectivement la fédération a recruté un directeur général il y a 3 ans. C'est un sport que je connaissais un petit peu, mais où j'avais vraiment un a priori très positif, parce que j'avais eu des bons clubs justement à Boulogne, ici les Moulineaux, et c'est vrai que j'ai surtout été séduit par le projet politique et sportif du président actuel, Johan Penel, qui est ambitieux puisqu'il veut concilier à la fois pour une fédération olympique le sport de haut niveau et l'accessibilité et tout ce qui touche au social, donc l'inclusion, l'éducation. Et on sait que le badminton est un sport très accessible, assez ludique et assez rapidement ludique. Oui, ce qui fait la force du badminton, si on prend un peu de recul, c'est effectivement son accessibilité. Alors l'accessibilité déjà financière, c'est pas très cher pour faire du badminton, et puis l'accessibilité en termes de jeu. Vous prenez du plaisir assez rapidement. Vous pouvez vous mélanger. Ça, c'est le deuxième grosse valeur ajoutée, c'est la mixité. Aujourd'hui, vous pouvez pratiquer homme-femme sans problème. Vous pouvez pratiquer de 4 ans jusqu'à 82 ans. On a un compétiteur qui a 82 ans. C'est génial. Et la mixité a toujours existé. Vous aviez tout à l'heure la fondation Alice Mia qui était là. Le sport au féminin, le badminton au féminin existe depuis longtemps, depuis toujours. C'est vrai que c'est pas un sport qui souffre de problèmes de parité. Non, depuis toujours, dans toutes les compétitions internationales, vous avez le double mixte qui est une discipline... Où on est très bon et où on vise une médaille. Tout à fait.
avec Tom et Delphine, effectivement, qui sont dans le top 10 mondial, qui font partie, effectivement, de nos plus grandes chances de médaille sur les valides. On n'oublie pas les para-athlètes. Et les para-athlètes, effectivement, où on espère avoir 5, 6, 7 médailles. Avec déjà un champion paralympique, Lucas Mazur. Tout à fait. Et puis d'autres qui sont effectivement tout à fait en capacité d'avoir une médaille. Incroyable. On aimerait comprendre ce qu'est le rôle d'un directeur général au sein d'une fédération, parce qu'on sait qu'il y a aussi les DTN qui sont des directeurs techniques. Qu'est-ce qui vous différencie? À quoi ressemble votre journée? Alors c'est une bonne question et c'est un sujet d'actualité pour la fédération, parce que c'est vrai que les fédérations sont des associations de loi 1901 et ont une organisation qui est un peu spécifique, parce qu'effectivement vous avez 3 types de populations. Vous avez, comme vous l'avez dit, les directeurs techniques nationaux, des cadres techniques qui sont des fonctionnaires du ministère des Sports. D'accord. Vous avez des bénévoles, les élus, présidents, secrétaires, qui sont des élus bénévoles et qui, pour beaucoup, n'ont pas forcément travaillé dans ce genre de structure. D'accord. Et vous avez des salariés de droit privé. Les directeurs généraux dont vous êtes... Les directeurs et d'autres salariés, d'autres directeurs, des responsables ou d'autres personnes. Et effectivement, ces 3 populations doivent cohabiter et doivent travailler en symbiose. Donc aujourd'hui, un directeur général, classiquement, va plutôt s'occuper du non sportif, traditionnellement, et le directeur technique national va plutôt s'occuper du sportif. Mais il est vrai que de plus en plus, les missions gérées d'un DTN sont de plus en plus larges. Il y a aussi la formation, il y a aussi le développement sur les territoires. On peut avoir aussi de l'éducation par le sport, l'inclusion par le sport. Et donc, en fait, c'est un partage, en tout cas chez nous au badminton, un partage de missions. Et moi, je vais dire, j'ai peut-être aussi un rôle un peu plus de conseiller, d'accompagnant pour le président. Effectivement, mon rôle est peut-être un peu plus politique du fait que je suis salarié de droit privé et j'ai été recruté en même temps que... Oui, pour vos capacités managériales évidentes et pour ce que vous avez ramené aussi de vos précédentes expériences professionnelles. Votre objectif à tous, au sein d'une fédération, c'est d'emmener nos athlètes, nos sportifs le plus loin possible, le plus haut possible dans le cadre notamment des Jeux Olympiques à venir. Qu'est-ce que vous en attendez, vous? Alors je dirais... Au-delà des médailles. C'est ce que j'allais dire, ça va même au-delà des médailles, parce que bien entendu, on va tout faire et nos équipes font tout pour effectivement avoir des médailles, les meilleurs résultats possibles. Mais je crois vraiment pour une fédération, et ce qui est très important, c'est l'héritage, c'est-à-dire qu'est-ce que ça va apporter derrière. Des licenciés en badminton? Donc oui, nous, notre objectif, c'est des licenciés en badminton, peut-être la création de nouveaux clubs, la création de nouvelles vocations. Donc à nous de travailler avec nos ligues régionales, nos comités et nos clubs pour qu'on puisse accueillir tous ces nouveaux pratiquants et qu'on puisse les fidéliser. Aujourd'hui, on va battre encore notre record de licenciés, donc on est en croissance depuis 2 ans. Oui, le badminton, elle va en poupe. Il y a énormément d'inscrits tous les ans. On va arriver à 210 000 licenciés et ça sera un record. Et c'est un record. Rien. Sur 1 million de pratiquants. On sait qu'on a 1 million de pratiquants réguliers dans d'autres clubs qui font du badminton en France. Donc on espère que l'après-JO va nous permettre d'être plus visibles, que plus de monde connaisse le badminton, plus de monde reconnaisse toutes les qualités du badminton. Et puis reconnaissent peut-être aussi nos athlètes, nos sportifs. Et effectivement, qu'il faut valoriser. Nos sportifs. On espère effectivement qu'on va pouvoir avoir une exposition à travers ces Jeux Olympiques et Paralympiques maximale. Oui, on leur souhaite de tout cœur, on vous le souhaite de tout cœur. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast. Vous pouvez nous retrouver sur Figaro Radio, le site internet du Figaro, Spotify, Apple Podcast et toutes vos plateformes préférées. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles et à nous laisser un commentaire. À bientôt pour un nouveau portrait de champion.